Du côté du candidat numéro 20, ses partisans peuvent déjà célébrer la victoire puisque l'écart creusé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est tellement grand qu'il est à ce jour mathématiquement parlant difficile de le rejoindre. Félix Tshisekedi vient en tête avec 76,04% des voix. Il a à lui seul cumulé 9 539 315 électeurs sur un total de 12 544 581. Il est suivi par Moïse Katumbi qui cumule plus de 2 millions d'électeurs. Il a 16,57%. Le troisième, Martin Fayoulou, avec 4,46%. Adolphe Mouzito est quatrième. Radjabo, Moukege, Moutamba, Ngalassi, Baende, Sesanga, Manjolo, Ifoku, Anzuluni, Kemalilo, Massalou, Matata, Noël Chani, Kikouni, Franck Diombo, Tony Bolamba, Joël Bilé, Moudekereza, Kazadi, Boussé, Ngila, ainsi Théodore Ngo. Il ferme la manche avec 0,02%. Il a obtenu 2864 voix. Constant Moutamba, que nous avons eu tout à l'heure, a dit que la CENI a organisé des bonnes élections et qu'il n'y a pas eu des tricheries, en tout cas du moins pour la présidentielle. La CENI poursuivra avec la publication des résultats de la présidentielle bureau de vote par bureau de vote en attendant la publication des résultats partiels qui interviendra le 31 décembre, insiste le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Parce que Katumbi Sokotuni Motuna, sur sa vision de gouvernance pour le Congo de demain, pour lui, Tshisekedi est incompétent. Sokotuni Fayoulou, quelle est ta vision de gouvernance pour le progrès socio-économique de la RDC? Pour lui, c'est toujours le nom de Tshisekedi qui revient. C'est-à-dire, il parle de Tshisekedi parce qu'ils n'ont plus rien à dire sur eux-mêmes. Ils n'ont rien à dire sur eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils n'ont aucune vision. Ils n'ont aucun modèle clair de gouvernance. Même leur passé est contre eux. Même passé na bango, ego bunda contre bango. Passé na bango kak. Ego bunda contre bango. C'est comme ça que moi je voudrais faire vraiment un appel et orienter l'attention de tous ceux qui sympathisent avec la vision du président de la République, de rester focus sur les actions du président. Les actions du président. Le président Tshisekedi a beaucoup fait. Malheureusement, par manque, il y a honnêteté politique. Les opposants s'opposent même pour des choses qui sont au bénéfice du peuple. Et on a Golobara tout le temps. Les opposants des opposants, c'est le peuple congolais. Si on retourne aux opposants, qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour les opposants? Tshisekedi a sali à taille le romoroté. Mais si on retourne peuple, Tshisekedi a sali nini, peuple a en mesure à quoi bisabino, Tshisekedi a tongi banzela. Par rapport à Oya Koutaki, Tshisekedi a tongi banzela. Par rapport à Oya Koutaki, Tshisekedi a payé gratuité enseignement primaire. On a réponse, il y a peuple. Par rapport à Oya Koutaki dans le secteur à santé, a payé maternité gratuite. A tongeli biso ba centre de santé. A réhabilité ba hôpitaux généraux de référence dans la province, notamment le cas de la ville-province de Kinshasa, hôpital Mama Emo. C'est-à-dire, entre la population et les opposants, il y a deux points de vue différents. Le point de vue des opposants n'est pas le point de vue du peuple. Ce que disent les opposants, ce n'est pas forcément ce que pense le peuple. Les opposants sont dans le discours politique. Le peuple est dans le discours des réalités. Les opposants sont dans les discours de la démagogie. Le peuple est dans le discours de la vérité. Le peuple n'a pas besoin de porter le drapeau de qui que ce soit pour reconnaître ce qui est fait ou pas. Non. Le peuple congolais est incolore. À la base, le peuple congolais n'a pas de parti politique. Les seules couleurs qui identifient le peuple congolais, c'est le couleur rouge, c'est le couleur jaune, c'est le couleur bleu, le couleur nationale.
C'est le drapeau qui identifie notre peuple. Et pour ça, les Congolais n'ont pas besoin d'être partisans. Les Congolais n'ont pas besoin de s'emporter au gré des vagues, des politiciens malhonnêtes, des politiciens menteurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous regardez le peuple a un point de vue, a son point de vue. Bah hôpital, bah hôpitaux, et ton amité. Pour les opposants, tu sais que dans ça, il y a le côté. Mais pour le peuple est conscient. Encore qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne parlent que de Kinshasa. Mais le Congo, c'est l'ensemble. Le Congo, c'est une totalité. Les réalités que nous avons aujourd'hui au niveau de nos territoires, de nos groupements, au niveau de nos villages, c'est des réalités autres que ce que nous vivons dans les différents chefs de lieu et la province. Et c'est ce que nous avons Congolais depuis à Botama. À mon centre de santé, mais grâce à Tata Mokonzi Mboka dans ses mandats de 5 ans, batongeli bango centre de santé. Et ça dans le territoire, dans le village, moi depuis à Botama. Atika komona ndako, le mur en matériaux durables. Atika komona yango te. Seulement moi nzete moko bacha bandele. Moi mabele batia bana bafanda kanase. Mais ce qu'on a lelo na ba village okuna na ba territoire okuna na nzela ya programme ya 145 territoires, Tata Mokonzi Mboka na mandat na yo ya 5 ans. Atongi plus de 1000 centres de santé. Atongi plus de 600 écoles dans les différents territoires de la RDC. C'est-à-dire, les motos à na Kinshasa tendent à repérer sa point de vue. Il faut que tout na moto à na kati ya fin fond. Moto à na kati ya territoire. Bangonde ba ko sentir impact. Il y a ba action à Tata Mokonzi Mboka dans ce premier quinquennat. Et ça, mon tour à vendre à l'ali à la Mouki et il vous dit, Tshisekedi n'a rien fait. Non. Ça, c'est le discours le plus facile. Et moi, ce qui m'étonne, tous les opposants, ils sont dans le même style. Dans le discours, les discours de la diabolisation, les discours d'attaque. Il ne suffit pas de dire que Tshisekedi... Je viens apporter une petite contribution importante à cette histoire des faux prophéties concernant les élections en République démocratique du Congo, et par rapport aux réactions du prophète Joël Tatou, et donc comme les gens sont en train de parler concernant le pasteur Roland Dallot sur les prophéties de chaises roulantes et puis des personnes qui devraient mourir. Alors, pourquoi j'interviens? J'interviens en tant qu'apôtre parce que là, il s'agit de la nation. Et ayant intervenu dans les différentes étapes, je crois que j'ai le droit, en tant que citoyen congolais d'abord, et en tant que serviteur des dieux, ayant été aussi parmi de gens qui ont prophétisé, qui ont donné des orientations spirituelles dans la nation, je crois que je suis en droit d'intervenir pour clarifier certaines choses, parce qu'en fait, on ne doit pas tomber dans le piège de menacer les gens de malédiction, de menacer la nation de malédiction. Ça, c'est beaucoup plus pour le prophète Joël Tatou que je salue. Je suis obligé de faire cette vidéo, donc parler en public, parce qu'en fait, votre adresse est publique. C'est pour qu'il y ait un peu de calme. Prophète Joël Tatou, que je respecte beaucoup, je vous reconnais en tant que prophète et puis en tant que docteur. Hein. Si je dis docteur, vous comprenez très bien pourquoi je vous appelle docteur. Donc, je ne veux pas, c'est pas de ça que je parle. Mais vous savez, cette histoire de prophétie, comme on est en train de parler sur l'affaire de pasteur Roland Dallot, je ne veux pas entrer dans le détail parce que j'avais parlé de cette histoire depuis quand ça commençait à apparaître pour clarifier certaines choses, mais personne n'avait écouté. Ce n'est pas le temps de chercher à foncer encore, mais je crois que la population, le peuple congolais a le droit et le devoir de certaines clartés. Leur réaction a de la place
ils doivent s'inquiéter. Mais ça ne vaut pas la peine de chercher, à chercher à les manipuler. Voilà, et ceci s'est passé comme ça. Non, je veux être donc pragmatique. Je veux être pragmatique. Je veux vous dire d'abord une chose. Est-ce que vous savez que une prophétie mal donnée concernant la nation peut déstabiliser une nation? Oui. Parce que le Congo est presque à 80% chrétien. Et nous disons que le Congo est un pays prophétique. Ça veut dire que la prophétie détermine beaucoup de choses au Congo. Alors, quand la prophétie n'est pas bien examinée au départ, avant de la donner, et comment la donner, quels termes utiliser et quoi recommander par rapport à la prophétie, ça peut créer un désordre dans la nation. Oh oui. Je n'entre pas en détail d'essayer d'examiner cette prophétie-là plutôt que de faire porter encore un poids, culpabiliser la population congolaise par rapport à leur réaction. Non, parce que dans ce qui vient de se passer, des prophéties-là, il y a aussi des choses que les serviteurs de Dieu doivent apprendre, mais que peut-être on ne peut pas amener en public. Mais est-ce que on est prêt à s'humilier et se retrouver au milieu des autres serviteurs, d'accepter qu'on vous dise que voilà ça? Non. Je vais vous expliquer le danger de ces prophéties. Hein? Quand vous prenez les prophéties de pasteur Roland Dallot, qu'il a donné concernant le président de la République, je veux vous balancer un extrait des prophéties que vous pouvez suivre. Suivons d'abord cet extrait. Nous ne connaîtrons pas les véritables âges d'or avec l'actuel président. Ah, ça vous choque, je préfère le dire. Mais deuxièmement, je crois qu'il va remettre les trains sur les rails et il va lancer la machine. Bah, vous venez de suivre la prophétie. Est-ce que vous ne savez pas que si vraiment la population devrait tenir compte de cette prophétie d'abord, que le pasteur Roland Dallot a donnée par rapport au président de la République, qu'il n'amènera pas ce pays à l'apogée. Le président Félix ne pouvait pas, en vérité, ne devrait pas postuler pour le deuxième mandat. Et s'il s'entêtait pour postuler, le peuple ne devrait pas le voter. Oui. Parce que, comment quelqu'un qui ne peut pas amener le pays à l'apogée, on doit encourager encore la population pour le voter, pour voter pour lui. On ne peut pas parce qu'il ne va nous amener nulle part. Donc, en vérité, on devrait élire une autre personne. Vous voyez les conséquences des prophéties? Non, ne cachons pas les choses. Ça, c'est un. Il y a d'autres. C'est-à-dire, non, prophète, laissons un peu ça. Disons-nous la vérité. Retournons en arrière. Vous savez, le danger dans ça, c'est que quand vous avez quelqu'un qui ne croit pas, qui dit avoir vu autre chose, il a vu que vous n'êtes pas appelé à faire prospérer la société. Mais vous croyez que vous êtes appelé à faire prospérer la société et que cette personne est votre soutien spirituel. Vous ne pouvez pas aller de l'avant parce que quand la personne sera en train d'imposer les mains sur vous, il va dire « je sais que tu ne l'as pas appelé à ceci ». Donc la personne ne peut pas réussir. Ces deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Ça, c'est la vérité. Mais cela ne veut pas dire que la personne là qui ne vous soutient pas n'est pas serviteur de Dieu. Non. La personne peut être serviteur de Dieu, mais n'a pas la vision ni la révélation vraie par rapport à vous. Pourquoi je dis ça? Revenons avant les élections de 2018. Est-ce que on peut fournir une seule prophétie publique, je parle de public, devant tout le monde, comme ça s'est fait là, où le pasteur Roland Dallot a prophétisé que Félix deviendra président de la République? S'il y a quelqu'un, il peut, droit de réponse, il peut, voilà, il avait prophétisé ça en public. Mais
depuis là, j'ai cherché, je n'en ai pas vu. Vous comprenez? Félix devient président de la République. Il prend le pasteur Roland Dalo comme étant son pasteur. Mais là, j'avais précisé les choses pour faire comprendre. Il ne faut pas faire la confusion entre le père spirituel de quelqu'un qui est né dans la foi, parce que l'église, je fréquentais l'église, et la spiritualité, la paternité de la nation. Félix comme président de la République, l'institution nation, présidence plutôt, et l'institution président de la République. Là, on entrait dans une autre dimension. Donc, on ne pouvait pas prendre ces risques-là. Mais ça n'a pas été fait. Alors, en quelque sorte, on est allé dans une histoire où, on n'avait pas le mandat de la chose, mais on a plutôt utilisé le titre et l'influence. Et quelle leçon on doit apprendre? Nous devons apprendre une leçon en tant que serviteur de Dieu, que chacun reste et travaille là où Dieu l'a appelé pour travailler. Il y a des apôtres ecclésiastiques, c'est-à-dire vous devez vous occuper de l'Église. Il y a des apôtres, des prophètes pour les nations, les affaires des nations. Vous allez traiter avec des féticheurs, des magiciens, ainsi de suite. Tout ça. Donc, c'est selon votre niveau. Mais alors, il faut que chacun... C'est pourquoi je disais, par exemple, que un pasteur ne peut pas être conseiller spirituel du président de la République. Parce qu'il a à manger, à boire. Pourquoi? Parce qu'il va chercher, non, ne fréquente pas les chefs coutumiers, ne fréquente pas ceci, ne fréquente pas cela. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Donc, vous voyez que il y a... Et puis, plus grave, il faut comprendre la dimension de l'espionnage spirituel. Il y a une dimension que nous appelons la dimension de l'espionnage spirituel. Vous savez comment comment David est rentré au pouvoir après le coup d'état d'Absalom? C'est par la complicité de Nathan, qui était prophète, qui a induit Absalom en erreur par les conseils, comme serviteur de Dieu. Mais alors que c'était le mensonge. Donc, il y a beaucoup il y a à manger, à boire. Donc, prophète, laissez cette histoire. Prions pour que le président Félix prenne des bonnes décisions. C'est ça, c'est tout ce qui... C'est-à-dire des décisions, parce que quand vous prenez des mauvaises décisions sur le plan spirituel, ça vous balance aussi. Mais je prends l'autre côté. L'autre côté, c'est par rapport à ceux qui ont dit que il y a eu des prophéties qu'il n'y aura pas les élections et finalement il y a eu les élections, ce sont des faux prophéties, c'est comme ça que vous aviez parlé. Mais non, je voudrais apporter une certaine correction. Vous savez, dans la spiritualité, ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu n'existe pas en vérité. Ça veut dire, ce qui est dans la volonté de Dieu existe par la volonté parfaite de Dieu. Mais si l'homme insiste pour faire exister ce qui ne devrait pas exister en ce moment-là, ça va exister par la volonté permissive de Dieu. Vous comprenez? C'est que quand vous allez voir, vous allez comprendre que si on doit fouiller, on va trouver qu'il y avait des choses qui ne correspondaient pas peut-être dans l'agenda de Dieu. Il fallait peut-être procéder autrement. Mais se retrouver en face du président de la République qui est démocrate, qui ne veut pas avoir de problème, qui ne veut pas qu'on l'accuse de ceci et de cela, il n'a pas peut-être écouté les instructions que les hommes de Dieu, parce que ce que vous avez dit, ce n'était pas de la divination dans le sens de ce que vous voyez qui n'allait pas se faire, mais plutôt c'était une orientation spirituelle. Les gens n'ont pas discerné que c'était une orientation pour trouver des canaux d'empêcher les élections. Maintenant là, nous sommes en train de chercher d'abord à sauver des pauvres, à sauver la maison, et ainsi de suite, pour que on revienne sur le rail. Dieu est le Dieu de miséricorde. Donc ça, c'est un cas différent du cas de pasteur Roland Dalo. Donc, n'amenons pas cette histoire dans les débats, ça peut, parce qu'on ne veut pas entrer dans les détails. Donc, engageons-nous pour lutter pour que le calme revienne au pays et qu'on aille dans ce deuxième mandat. Que Dieu nous bénisse. En tout cas, ce ne sont pas des leaders de masse. C'est peut-être des grands scientifiques, des grands intellectuels, des grands charmeurs, mais pas des leaders locaux qui pouvaient l'aider
à ponctionner des voix en dehors du Katanga. Mais c'est ça la vérité. Matata n'est centré que à Kindu. Alors que là, à Kindu, Tshisekedi a eu des voix, moi aussi j'ai eu des voix. Donc si vous posez sincèrement la question, vous prenez les cas de son secrétaire général, Boulengetenge, même à Isangi, d'où il est originaire, il n'a pas fait mieux cette fois-ci. Donc la vérité est que Tshisekedi a réussi à brasser autant de leaders locaux et régionaux, provinciaux autour de lui. Il a réussi à sillonner un peu partout. Il a réussi à comprendre qu'il devait beaucoup plus travailler en dehors du Grand Kasaï. Et les Grands Kasaï est resté fermé. Vous voyez? Donc il a préservé, il a conservé les voies du Grand Kasaï. C'est lui et moi qui nous sommes partagés les voies là-bas, en ponctionnant les voies de beaucoup plus de l'Est. Et à l'Est, sa femme est de l'Est. Donc du coup, Tshisekedi a pris de l'avance en brassant les voies de Bukavu, voilà, dans du Sud Kivu, en se les partageant avec Katumbi, avec Mukwege, avec moi-même aussi. Nord Kivu, l'avantage que Tshisekedi a eu sur nous tous, c'est que il a frontalement lancé une guerre contre Kagame. Et nous savons que dans le Nord Kivu, il y a une ethnie majoritaire, c'est l'ethnie Nandé, qui est très hostile aux Rwandais. Donc lorsque tu tiens un discours anti-Kagame dans le Nord Kivu, sache que tu vas déjà t'attirer la sympathie de ces grands blocs Nandé. Et Tshisekedi a surfé sur ça. Et pendant ce temps, Katumbi ne travaillait pas trop sur ça. Mais au-delà de ça, Tshisekedi avait des leaders comme les Moussa Nyamousi, les Juliette Mugole, les Julien Paluku, etc. C'est ça la réalité électorale chez nous. Et donc, avec tout ça, si vous voyez un candidat président de la République contester cette élection, je dis bien cette élection présidentielle, la première question à se poser, quel est son ancrage? Est-il honnête avec lui-même? Il ne faudrait pas contester par plaisir de contester. Oui, je pouvais moi aussi contester, rester chez moi et prêter serment. Mais est-ce que le peuple congolais a besoin de la théâtralisation aujourd'hui? Je ne pense pas. Donc, objectivement, après la compilation des plus de 70-80% des suffrages, humblement, je reconnais ma défaite. Je promets d'améliorer mon score en 2028 et en même temps, je promets de continuer à travailler sérieusement. Je pense que c'est l'attitude que je vais conseiller à tous les autres. Il ne sert à rien de chercher aujourd'hui à mettre du feu au pays. Parce que ne pensez pas que ça ne va embraser que l'adversaire. C'est nous tous qui sommes embrasés. Mais si ce pays ici est embrasé, où irons-nous encore faire cette politique? Nulle part. Donc, il ne faudrait pas être chantre du chaos. Parce que le chaos ne profitera à personne. Ni à l'opposition, ni à la majorité, encore moins au centre. Le chaos va desservir le pays. Donnons la chance à Tshisekedi pour son second quinquennat. Nous continuons à nous organiser au sein de l'opposition pour que, en 2028, nous puissions en ce moment-là présenter peut-être une candidature commune. Un autre facteur majeur qui a profité à Tshisekedi. Si nous, opposition, nous étions mis d'accord pour dégager une candidature commune, nous pourrions mettre Tshisekedi en difficulté. Mais chacun a fait prévaloir son ego. Les aînés me négligeaient, considérant que Moutan était un point mouche, oubliant que j'insistais que j'appartenais à une ethnie majoritaire Songi, qui est répartie dans beaucoup de provinces, et que j'avais aligné beaucoup de candidats. Mon aîné Katumbi.
Alors, ici, d'abord, j'étais 2006. Nous avions fait les débats électoraux ensemble, 2011, 2018. Je le disais tout à l'heure, ça peut vous paraître banal, mais nous avons la connexion Internet. Moi, j'ai été contacté par des gens qui m'ont appelé pour me dire « Monsieur le ministre, ne me dites pas que vous allez couper Internet. Encore que ce n'est pas de ma compétence. Peut-être que le VPM, lui, qui gère les services, peut être en mesure de parmi ceux qui pourront faire ces décisions s'il devait y arriver. » Ça, c'est des premiers éléments de contexte. Le deuxième élément de contexte, nous tous ici, beaucoup le pensaient, bon, je n'aime pas citer, mais je dois le citer, beaucoup pensaient que Moïse Katumbi ne serait pas candidat. On disait qu'il serait exclu, qu'on aurait fait la loi Tchani pour l'exclure, etc. Mais vous avez vu qu'il a été candidat. Vous avez vu aussi qu'il a fait campagne. Exactement comme tous les candidats. Si vous suivez les rapports du Centre Carter, on vous dira que le processus était équitable. Il y a eu des difficultés au niveau de la CENI, en termes de logistique, liées à l'immensité du pays, autant que ça a pris pour voter. Mais vous allez voir que de ce point de vue, c'est tout à notre, à notre bénéfice. Quand je dis notre bénéfice, parce que le processus électoral appartient à tout le monde. Nos gouvernements, nous intervenons pour ce qui concerne les financements, la sécurité. Le Parlement intervient en ce qui concerne le loi, la société civile, les partis politiques. Pour ce qui nous concerne, on va observer que nous avons, pour la première fois, fait voter les Congolais de l'étranger. Ce n'est pas tous les Congolais de l'étranger qui ont voté, mais il y a 5 pays. C'est pour vous dire que ces élections, nous les avons voulues inclusives. Et il y a un point important, parce que moi j'étais parmi les députés qui ont été au centre de la loi électorale en cours. La loi électorale en cours, c'est la loi Lokondo, paix à son âme. J'ai été co-rédacteur de cette loi. Nous voulions la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est ce qui s'est fait. Et ça s'est fait en direct avec la plus grande transparence qu'on n'a jamais eue avant. Parce que le Centre Bossolo, qui est une innovation coup de chapeau au niveau de la CENI, on ne l'avait jamais eu. Et donc, c'est pour vous dire que de 2018 à 2023, évidemment, tout n'a pas été parfait. On ne dira jamais que tout était parfait. Mais il faut noter que du point de vue politique, tous ceux qui voulaient être candidats l'ont été. Et d'ailleurs, là, nous commençons à réfléchir. Est-ce que sur la loi qui viendra, est-ce qu'il ne faudrait pas dire la caution ne doit pas remonter à 5 000 $? Parce que nous, quand nous avions choisi d'introduire un seuil de recevabilité, c'était pour restreindre les nombres de candidats et les nombres de partis. Mais aujourd'hui, on a 100 000 candidats, c'est presque le double, le triple des candidats qu'on a eu pour toutes les élections passées. Si vous additionnez les nombres de candidats de 2006, le nombre de candidats de 2018, de 2011 et de 2018, vous n'atteignez même pas les nombres de candidats qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est à la limite un peu cancérigène. 100 000 candidats, ça complique aussi les choses. Mais parce qu'il y avait une volonté, cette fois-ci, on a fait des élections locales, municipales. Beaucoup pensaient que c'est un pari qui ne serait pas tenu. Nous l'avons fait, mais il faut qu'on arrive à tirer les conséquences par rapport au poids démographique de nos électeurs, par rapport au temps que cela peut prendre et par rapport aux conditions météorologiques. Par exemple, nous ne savons pas ce que sera les mois qui viennent, mais qui ne voudrait pas que les élections se tiennent durant la saison sèche, par exemple? Le mois de décembre, après, au moins ce mois de décembre, nous sommes en paix. Il y avait plein de tensions à tous les mois de décembre, on a du mal à fêter dans la sérénité. Mais cette fois-ci, c'est un élément de différence. Et nous espérons que pour ceux qui auront la décision demain, on va tirer les conséquences de ces processus pour que nous ayons des élections en saison sèche, où il n'y a pas de pluie, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de complications en termes de déploiement, mais où aussi on aura essayé de faire de notre mieux pour avoir un nombre de candidats acceptables, parce que le nombre des électeurs va encore bondir et les temps que prend un électeur pour voter aura forcément une incidence sur la suite. Depuis quelque temps, je vois Monseigneur Ambongo se démener partout, déployant toutes ses énergies, utilisant la place et l'autorité lui conférée par le Vatican pour attaquer et humilier le président Félix Tshisekedi. J'ai parfois l'impression qu'il a une haine pathologique et paranoïaque contre son président. Étant moi-même catholique, j'ai beaucoup réfléchi et médité sur ces sorties médiatiques du cardinal Ambongo. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu Monseigneur Ambongo prononcer des louanges à Kagame comme un leader charismatique et visionnaire. Imaginez-vous.
Tous les Rwandais et les Congolais, surtout ceux de l'Est, sentent dans leur chair la brutalité du régime de Kagame. Entendre un prélat catholique congolais dire des louanges à Kagame, ça donne des sentiments indescriptibles de peur et de déception, et ça donne à réfléchir. Chers catholiques congolais, je commence à penser que votre cardinal travaille pour les multinationales mondialistes et non pour votre maître céleste. Je pense qu'il faut se désolidariser des propos et des attitudes de votre cardinal. Aimer son Église ne signifie pas suivre aveuglément son cardinal. Très récemment, le cardinal Ambongo a écrit une lettre à l'administration américaine mendiant l'appui de Biden pour stopper les élections au Congo et protéger les opposants politiques. Et pourtant, c'est cette même administration américaine qui a bloqué le mapping report dans les tiroirs de l'ONU, déniant ainsi la justice à 12 millions de Congolais victimes du génocide commis par les militaires de Kagame et de Kaguta. C'est cette même administration américaine qui favorise et soutient le chaos à l'est du Congo. C'est devant cette même administration américaine que Monseigneur Ambongo est allé s'agenouiller en secret pour demander le report des élections dans son pays. Pour Monseigneur Ambongo, son souci, ce n'est pas la sécurité de 6 millions de déplacés par la barbarie soutenue par les multinationales prédatrices, mais son souci, c'est le report des élections et la sécurité des opposants politiques. Monseigneur Ambongo a aussi induit en erreur l'Église catholique américaine, qui a aussi commencé à faire pression sur l'administration Biden, non pas pour terminer la guerre à l'est du Congo, mais pour veiller sur les élections au Congo et sur les opposants politiques. C'est donc la même chanson que Monseigneur Ambongo. Bien sûr, nous ne sommes plus du temps de l'église des catacombes où les chrétiens vivaient sous terre. Dans sa liberté digne de l'enfant de Dieu, le chrétien doit sortir pour participer activement à la construction de la cité. Mais Monseigneur Ambongo le fait d'une façon maladroite. Il bouscule les gens avec arrogance. Peut-être qu'il veut imiter Monseigneur Monsengo d'heureuse mémoire, mais alors il le fait d'une façon caricaturale et décrédibilise l'Église catholique. Sans verser dans des hypothèses complotistes, je peux affirmer que nos églises sont infiltrées par les puissances du mal. Je peux affirmer que l'Église du Rwanda est infiltrée. Et plus qu'infiltrée, elle est même dominée par les mondialistes. L'Église de la République démocratique du Congo commence aussi à être infiltrée. Nous savons que le cardinal Kambanda de Kigali est un ami intime de Kagame et travaille plus pour le FPR de Kagame que pour l'Église du Rwanda. Demandez aux Rwandais, ils vous le diront. Maintenant, depuis quelque temps, nous observons que le cardinal Ambongo de Kinshasa et le cardinal Kambanda de Kigali marchent et travaillent main dans la main. Cette amitié récente entre les deux hommes devrait aider les Congolais à mieux scruter et comprendre Monseigneur Ambongo. À bon entendeur, salut.